En France, même sur un talus en face de chez vous, il y a des choses à faire, hein. Il suffit de savoir regarder, prendre le temps d'observer les choses et puis, si vous avez un regard observateur, c'est là que vous allez découvrir des photographies à faire. Tout est affaire de curiosité finalement. Un matin printanier en Champagne-Ardenne. Cédric Gérard s'est levé de très bonne heure pour arpenter la forêt durant 1 heure ou 2 avant de se rendre à son travail. Donc voilà un endroit où j'aime revenir assez régulièrement. Donc là il y a des superbes empreintes de blaireaux, c'est assez intéressant. Là il y a une belle empreinte de chat sauvage, très très belle. Donc là en fait je cherche éventuellement des salamandres, parce qu'il y en a pas mal dans le coin. Enfin plus ces crapauds en fait. On va peut-être s'approcher de l'eau, parce que ça me semble un petit peu sec. Lorsqu'ils sont préservés, les étangs et les marais recèlent une faune riche et variée. Mais par nature, ces biotopes sont difficiles d'accès. C'est pourquoi 2 photographes ont mis au point une technique permettant d'approcher les oiseaux dans les eaux peu profondes. L'affût flottant. Depuis cette époque, dans les années 80, Jean-François Elio et Nicolas Van Ingen ont décidé de travailler ensemble et donc de co-signer leurs photos. Une collaboration fructueuse, mais assez rare dans le monde de la photographie. Pendant plusieurs années, j'ai fait des conférences dans les écoles sur la protection de la nature. Je me suis installé en Brenne avec ma femme et on s'est retrouvés complètement par hasard avec Nicolas qui avait fait, je l'ai appris par la suite, les mêmes études que moi 10 ans plus tard, qui avait une ferme juste à côté de l'endroit où j'étais venu en vacances pour faire des photos. Et voilà, l'aventure à deux a commencé de cette façon-là. C'était assez amusant parce qu'on s'est retrouvés sur ce territoire qui est la Brenne, qui est petit, autour du nid d'un même oiseau. Celui qui l'avait trouvé le premier, on ne sait pas qui c'est. En tout cas, chacun de son côté était persuadé d'être le propriétaire de l'endroit où on faisait les photos. Et voilà, on s'est retrouvés à deux sur un petit oiseau perdu au plein cœur de la Brenne. Et puis ça a commencé comme ça.
Et on s'est dit, plutôt que de faire 2 affûts avec cet oiseau et de risquer de le déranger 2 fois, on va faire un seul affût et puis on se remplacera l'un l'autre. Et c'est là qu'on s'est rendu compte aussi que ça ne posait pas de problème de travailler à 2 et qu'au contraire, ça permettait de discuter sur les approches, sur les cadrages, sur comment on fait, qu'est-ce qui se passe pendant qu'on n'est pas là, pendant que l'autre est à l'affût. On apprend plein de choses. En fait, le fait de travailler à 2 sur le terrain, c'est vrai que c'est plutôt un atout parce que tout bêtement, il y a une question de durée d'affût, hein. Quand on reste à côté des animaux, on arrive à avoir des bonnes photos quand on reste longtemps à côté. Quand on a fait une journée d'affût de 10 heures ou 12 heures et qu'on réenchaîne le lendemain avec une autre journée, puis le surlendemain encore, quand on est tout seul, ça finit par être un peu dur quand même. À 2, bon, il y en a un qui fait une journée, l'autre fait le lendemain, et le premier prend le relais après. Et en plus, pendant ce temps-là, celui qui n'est pas en affût peut observer avec des jumelles ce qui se passe dans les environs. Lorsque les délais sont serrés pour certains reportages, le fait de pouvoir se dédoubler est encore un atout. Attaché avec la ventouse. Ça a une dégaine vraiment incroyable, c'est une bestiole. Et j'ai même fait quelques miarmillots. Il va bien là, Mais c'est aussi pour leur goût de l'innovation que Elio et Van Ingen sont réputés. La technique de l'affût flottant est aujourd'hui utilisée par de nombreux photographes. Au début, quand on faisait des photos, on utilisait des affûts fixes, hein, surtout dans l'eau. Là, on faisait des plateformes sur pilotis près des nénuphars. Là. Et puis, il y a 25 ans maintenant, on a eu l'idée de prendre une petite palette en bois qu'on a recouvert avec des arceaux, une petite bâche par-dessus comme celle-ci. Et puis dedans, à l'arrière, il y a une place pour qu'on se mette nous. Sur la palette, on pose le matériel photo. Et puis nous, on est soit à genoux, soit allongés dans l'affût, avec des petits flotteurs pour que ça tienne. Et les oiseaux acceptent très très bien cet affût-là. En fait, ce qui est important, c'est de casser la forme humaine. Et ça a vraiment été une petite révolution dans le monde de la photo pour nous, parce que ça permettait surtout de choisir ses lumières et de se déplacer, d'être plus efficace. Les guifettes moustaques, c'est vraiment un oiseau peu farouche et il supporte bien l'affût, et avec ça on peut y aller quasiment tout de suite. Les images qu'on voit dans les magazines, c'est vrai, elles suscitent un intérêt et un côté un petit peu passionnel, mais c'est fugace, je pense. Par contre, il y a quelque chose qui est certainement beaucoup plus important et qui nous a, apporté énormément de satisfaction, c'est le fait de faire des livres, et de faire en particulier des livres sur ce territoire dans lequel on vit et qu'on aime et qu'on cherche à défendre, à faire aimer. Et ça, je crois vraiment qu'on y est parvenu. On est parvenu à faire profondément aimer la Brenne à beaucoup de gens. On a commencé par faire des livres, on fait aussi des cartes postales, on fait des projections de temps en temps. Avec la fièvre du printemps, les bagarres font rage.
Le public, quand il vient voir un photographe animalier, il a l'attente du rêve du photographe animalier. On lui demande alors comment c'est d'approcher les animaux, et c'est le côté émotionnel qui ressort. Et bien sûr, c'est important dans notre vie, mais c'est pas ça que je souhaite leur apporter. Ce que je souhaite leur apporter, c'est le rêve de la nature. C'est-à-dire protéger la nature, faire attention, se rendre compte qu'elle est fragile. La nature, c'est le théâtre de la vie, où chacun a une destinée différente. Et dans tout cela, le photographe doit mettre un certain ordre, c'est-à-dire avec son regard, avec son œil, il voit dans ce désordre apparent ce qui est du domaine de la poésie, du domaine de la beauté. Je pense que le photographe animalier, pendant très longtemps, a sans doute eu une connotation un peu gentille. Le photographe animalier, oui, c'est le gars qui photographie les petits oiseaux, il est bien sympathique. Par rapport à une autre catégorie de photographie qui se voulait peut-être plus, qui se prétendait peut-être plus créatrice, artistique ou engagée. La situation actuelle a démontré que ça n'était plus du tout le cas. Il suffit de voir la quantité et la qualité de la production des photographes animaliers à travers le monde en termes de publication, de diffusion. L'image animalière est devenue une image créative à part entière, est devenue un moyen d'expression entier et est certainement devenu un outil incontournable de sensibilisation. C'est devenu inimaginable d'envisager une campagne de protection d'une espèce, d'un milieu, sans qu'il y ait une image animalière ou naturaliste pour supporter et soutenir cette campagne d'information ou de sensibilisation. La photo a vraiment une mission pour ça, pour montrer des sites aussi jolis qu'ici. Là, on est sur un coin de la Moselle sauvage et c'est extrêmement menacé. Hein. C'est vrai que c'est convoité par les graviers ou autres. Et principalement déjà grâce aux naturalistes et aux écologistes qui réussissent à monter des dossiers pour protéger ces zones. Ils ont également besoin de nos images pour sensibiliser le grand public à protéger cet environnement sauvage et cette diversité utile et nécessaire pour l'homme. Mais on peut très bien imaginer le boulot du photographe, complémentairement à ça, comme étant le boulot de quelqu'un qui va peut-être mettre l'objectif là où ça fait mal. La rive droite de la rivière est magnifique parce qu'il y a des petites fleurs, des oiseaux, et la rive gauche est déplorable parce qu'elle a été bétonnée, parce que le tuyau des égouts débouche au même endroit. Je regarde à droite, j'ai une vision des choses, je regarde à gauche, j'ai une autre vision des choses. L'impact à ce moment-là de l'image diffusée peut être effectivement différent. Et je crois que le photographe engagé doit être à même de pouvoir regarder à gauche et à droite, de pouvoir montrer les deux aspects. On dirait de l'huile de vidange, quoi. Aujourd'hui, Cédric Girard s'apprêtait à prendre des photos d'insectes sur un chemin forestier qu'il a l'habitude de parcourir. Mais c'est un spectacle de désolation qu'il découvre. En quelques jours seulement, plusieurs hectares de forêt et la faune qu'elle hébergeait ont été rasés. Les bulldozers ont même pollué les flaques en laissant des nappes de cambouis dans leurs sillons. Cédric s'aperçoit que des sonneurs à ventre jaune, une espèce protégée de crapauds, tentent de survivre dans ces conditions. J'aimerais bien faire un gros plan de la tête. Il décide de les prendre en photo, en guise de témoignage. Puisque nous avons cette chance d'être des témoins privilégiés, à un certain moment, il faut également ne pas hésiter à mouiller sa chemise, et le photographe doit pouvoir jouer un rôle de conscientisateur du bon et du moins bon, à condition d'être lui-même parfaitement respectueux et avoir une démarche qui s'inscrit également dans une logique de respect de l'environnement. Une photo n'est pas toujours militante, certainement pas. Par contre, ce qui est militant, c'est certainement l'ensemble de notre travail, ça c'est évident. Des fois, en parlant à des gens aussi de notre métier, de la façon dont on travaille, des endroits fabuleux qu'on a pu voir sur la planète, on a l'impression de faire avancer les choses, on a l'impression qu'il y a un petit déclenchement de temps en temps qui se fait. Et bon, ça donne une raison à notre boulot, une raison supplémentaire à notre boulot, ça c'est certain. Par contre, est-ce que les images dans les magazines participent de façon très active à une prise de conscience? On voudrait bien, mais c'est pas sûr.
Les photographes sont souvent plus engagés que les gens de télévision ou des gens de cinéma, parce qu'il y a un travail solitaire de connaissance qui n'est pas le même quand on fait de la télé. Il y a eu un moment où la photographie animalière était un petit peu moins à la mode qu'elle avait été dans les années 80. Puis j'ai l'impression que ça revient très fort. Il y a une redécouverte un peu de la nature. Et moi j'habite la forêt de Rambouillet, j'ai toujours des gars avec des télés qui passent des heures à photographier des cerfs et des biches. Et je le fais, je leur dis bravo parce qu'il faut beaucoup de patience et moi je n'ai pas cette patience-là. En Belgique, de très nombreux photographes passent de longues heures en forêt. L'un des plus fameux d'entre eux, Franck Renard, est intarissable sur sa passion. Il y a ce grand plaisir que l'on éprouve à être dans la nature, généralement en solitaire, c'est sûrement un trait caractéristique du photographe animalier, et forcément à être certain que l'on vit des moments privilégiés au contact des animaux sauvages et dans un environnement où l'homme est généralement considéré comme un ennemi ou au moins un danger. En débutant, on va peut-être être plus attiré ou plus tenté par la photographie d'espèces un peu emblématiques, un peu mythiques. Je pense aux grands classiques comme le cerf en période de brame. En évoluant avec les années, on s'aperçoit que beaucoup plus de sujets, pour ne pas dire tous les sujets naturalistes, méritent qu'on leur porte un regard et méritent qu'on s'y intéresse. Et avec les années, c'est vrai que j'ai tendance maintenant à m'orienter parfois sur des sujets peut-être plus anodins, d'apparence plus simple, mais qui procurent autant de plaisir, autant d'émotions que les grands classiques de la faune sauvage. Cet après-midi, Franck a repéré le passage régulier d'un martin pêcheur. Il place son affût devant un perchoir potentiel pour l'oiseau. Voilà, tout est en place. Le filet de camouflage est mis pour dissimuler les mouvements. Le cadrage est réglé sur le perchoir. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre le bon vouloir de l'oiseau à me rendre une petite visite. On peut se lever un matin en se disant aujourd'hui ça va être la journée du premier prix et on va rentrer, on n'aura absolument rien sur sa carte mémoire ou sur son film diapo. Et à d'autres moments, le ciel est gris, il tombe un petit crachin, on part un peu pour dire de ne pas rester à l'intérieur, on ramène une image qu'on n'aurait jamais osé imaginer réaliser. Je pense à un oiseau entouré de gouttes de pluie, alors qu'au départ, on se dit non, franchement, les conditions ne sont pas idéales. Ici, c'est le bouvreuil pivoine, un mâle en l'occurrence, qu'on reconnaît à sa poitrine flamboyante, photographié pendant une petite averse, ce qui donne une lumière très douce, très favorable à l'apparition de tous les détails du plumage, qui démontre aussi que le plein soleil, comme on l'imagine trop souvent à tort, n'est pas du tout la panacée, ni la lumière absolument nécessaire pour obtenir une belle image. Franck Renard est un membre très actif des forums Internet, sur lesquels les passionnés de tous horizons présentent leurs œuvres et s'échangent des conseils. Il contribue ainsi à responsabiliser les débutants en photographie animalière. La facilité, la rapidité de communication ou de transmission des images par Internet, ou la facilité de les diffuser par l'intermédiaire de sites ou de forums de discussion, a en effet comme résultat immédiat qu'un gars à l'autre bout du monde ou dans le village d'à côté peut avoir envie de faire le même genre d'image que vous, et alors on a effectivement le risque de susciter des vocations chez des personnes qui n'ont peut-être pas les connaissances, la retenue ou l'éthique nécessaires à une activité comme est la photographie dans la nature. La photographie animalière, comme pour toute surfréquentation, comme pour toute activité
mal menée peut être source de dérangement pour les animaux, pour les espèces les plus fragiles en particulier. Je pense à certains rapaces dont la photographie est interdite près des aires de nidification, ce qui à mes yeux est une excellente chose parce que trop de dégâts ont été causés par des photographes peu scrupuleux qui ne s'attachaient qu'à la réalisation d'un cliché au détriment de la tranquillité et parfois de la survie de certaines espèces animales. Dans les Pyrénées, par exemple, il est interdit de photographier les parades de grands tétras. Il est interdit aussi de photographier le gypaète sur son nid. C'est des choses qui sont tout à fait normales et que, bien sûr, nous, on s'engage à respecter. On n'est pas là pour aller braconner des images à droite à gauche. Après, c'est du ressort de chacun. C'est vrai que ce qui est le plus important à notre sens, c'est de bien connaître ce qu'on va photographier. Des connaissances naturalistes avant tout, qui permettent de déceler chez l'animal ou chez le sujet convoité les signes qui sont sans équivoque et qui disent « Là, monsieur le photographe, vous faites un pas en arrière, sinon vous irez un pas trop loin ». Et on se rend compte effectivement avec l'avènement du numérique, avec l'émulation créée par la diffusion rapide des images, des bouquins tout le temps plus nombreux, que tout le monde n'est pas à même de se fixer cette limite. Quand on fait des espèces difficiles, rares, très menacées, là évidemment il faut savoir ce qu'on fait. De notre côté, on essaie en général de faire ça avec des scientifiques, des naturalistes qui sont sur le terrain. Pour ne pas déranger les animaux, parce que si on s'approche, évidemment, on crée un stress. J'installe un appareil avec un très grand angle et avec un dispositif de télécommande radio qui porte jusqu'à une centaine de mètres. Je peux installer tranquillement pendant que les animaux ne sont pas là. Je m'écarte et de loin, je peux déclencher à un moment qui me semble intéressant quand l'animal est de passage, ou l'animal est revenu sur son nid, ou l'animal est revenu nourrir ses poussins. Ça permet d'avoir une vue très intéressante, très différente de ce qu'on voit habituellement et de reclasser l'animal dans son milieu. Ce qui m'intéresse dans la photo animalière, ce ne sont pas uniquement les animaux en tant que tels, mais c'est là où ils vivent. Parce que s'il n'y avait pas de milieu, il n'y aurait pas d'animaux, il n'y aurait pas de vie sauvage. La plage, les falaises, les plages de galets, ça reste sauvage, ça reste beau et c'est ça qui est excitant, c'est de pouvoir montrer quelque chose qui soit resté sauvage malgré la proximité des activités humaines. J'ai grandi devant le commandant Cousteau, Frédéric Rossif, Caméra au point, ce genre d'émissions. Qui nous faisait rêver quand on était gosse et de se dire qu'on pouvait un jour en faire son métier, c'était quand même un sacré challenge. Et je travaillais un petit peu en environnement, etc. Puis un jour, j'ai craqué et j'ai bien vu que la seule chose qui pouvait m'exciter vraiment comme métier, c'était de pouvoir être dans la nature, de pouvoir faire mes images, d'être au plus près des animaux, de partager ces sensations uniques là, en faisant mon métier. Finalement, la photographie nature, tout le monde s'imagine que c'est passer du temps dehors, dans la nature. C'est aussi
Le travail derrière l'ordinateur, c'est vendre ses images à des éditeurs, avoir des projets de livres par exemple. Il faut être à la fois un technicien de la photo, il faut être un gestionnaire de sa propre entreprise, petite entreprise, et puis il faut être aussi son propre commercial. Et c'est pas la partie la plus agréable, c'est la partie la plus difficile. Il y a parfois des bons côtés, puisque pour une fois on peut enfin rencontrer des gens, parce qu'on vit toujours un peu reclus. On est soit devant son ordinateur, soit tout seul derrière son boîtier. Le fait de faire un petit peu le commercial, ça a le côté, ça nous resocialise un petit peu, et ça fait pas de mal. C'est une profession libérale avec une tenue d'entreprise, des registres, des comptes, des chèques à rentrer, des clients à suivre parce qu'ils ne payent pas toujours en temps et en heure, des factures à faire, des tarifs à consulter, enfin bon, des choses qui sont pas ce qu'on imagine quand on veut faire de la photo animalière, quoi. Et c'est vrai que c'est pas spécialement ce qu'on préfère non plus, mais il faut le faire. Par contre, ce qu'on subit, je pense, et ce qu'on subira encore plus dans les années à venir, c'est les côtés pervers de la mondialisation qui fait que bientôt tous les titres appartiendront à une ou deux grosses sociétés qui imposent ces tarifs. Ça, il faut bien le dire, depuis quelques années, les tarifs des droits d'auteur baissent considérablement, sans arrêt. J'aurais jamais pensé pouvoir en vivre parce que je crois qu'on doit être une vingtaine à en vivre en France, quelque chose comme ça. Enfin, on doit être de plus en plus chaque année, mais ça reste très peu. Hein. Alors quand je vois le nombre de mails de jeunes qui rêvent de devenir photographe animalier. Un magazine comme Image Doc, par exemple, a fait des sondages auprès des enfants. C'est devenu le premier métier cité. Avant, c'était pompier ou vétérinaire. Maintenant, c'est photographe animalier. Donc évidemment, le résultat est qu'il y a beaucoup de photographes animaliers sur le terrain. On est beaucoup plus nombreux qu'il y a 20 ans, ça c'est clair. Le problème, quand c'est vraiment ton métier, et que tu dois en vivre tous les jours, il faut bien que tu vendes des images. Et des images d'animaux européens de comportement, c'est extrêmement difficile, il y en a très très peu. Et qui va les acheter? Donc je ne pense pas tu peux en vivre complètement en faisant que de la photo animalière en France. Les voyages comme, je sais pas, les ours polaires au Spitzberg, où on reste pendant 3 semaines, 1 mois sur un bateau, c'est pas à la portée de tout le monde. Ça coûte 8 000, 10 000 euros. Le photographe animalier qui essaie de gagner sa vie avec ses photos, il ne pourra pas se payer un voyage comme ça, il n'aura pas l'opportunité. Maintenant qu'on a une technologie extraordinaire et que pratiquement n'importe qui peut faire de bonnes photos, le plus important, c'est d'avoir l'opportunité et l'animal en face de soi. Il y a beaucoup d'amateurs qui travaillent de la même manière que les professionnels, avec le même matériel, qui font les mêmes voyages, les mêmes techniques, et qui font des photos incroyables, qui font des photos très très belles. Et c'est vrai qu'il y a un risque de passer en professionnel, c'est qu'on se dit, voilà, il faut absolument que je sois rentable, il faut que j'arrive à vendre, il faut que j'aille à Paris, ou aller voir les magazines. Donc c'est pas évident. Donc moi, ce que je conseille aux jeunes au départ, c'est de vivre la passion, mais cette passion comme un hobby, les week-ends, après d'avoir un métier qui leur laisse peut-être un peu de temps pour la photo, et seulement après, peut-être dans une seconde étape, qu'ils puissent tenter d'en vivre. Mais avant tout, il faut bien que ça reste une passion pour pas la gâcher. Ouais. Certains réussissent ainsi à concilier leur métier et leur passion. À l'origine, Cédric Girard s'est initié à la photographie pour les besoins de son élevage de chats, dont il présente les portées sur Internet. Généralement, les gens craquent très facilement sur ce genre de photos. Mais même en studio, réussir le portrait de chaton donne toujours du fil à retordre.
sommes au sud-est de l'Allemagne, en Bavière. Le parc du Bayerischer Wald permet au public de voir 24 heures sur 24 des animaux européens très rares. Des enclos de grande taille donnent l'impression que les bêtes évoluent dans leur milieu naturel. C'est donc un endroit pratique pour faire des photos qui seraient extrêmement difficiles à réaliser en pleine nature. Je pense qu'on a besoin, pour des espèces comme le loup, le lynx, qui sont extrêmement difficiles à voir à l'état sauvage. Des lynx, il y en a dans les Vosges. Et bon, j'ai passé plusieurs années et jamais j'ai pu croiser un lynx. Et en même temps, c'est vrai que pour les protéger, ces animaux-là, comme le loup ou d'autres, l'ours, on a besoin de visuels. J'ai réalisé des images des grands prédateurs en captivité, suite à une demande d'un éditeur qui voulait faire un livre sur le loup. J'avais choisi de faire ces photos en parc. Je ne regrette pas, parce que ça fait un livre chez Flammarion qui a essayé de parler du loup de manière tout à fait honnête et de communiquer dessus au niveau du grand public. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais je pense qu'après, il est vraiment important, au sein de notre corporation et de la presse aussi spécialisée, de différencier donc, les animaux faits en captivité et les animaux pris en pleine nature. Après, c'est tout à fait personnel, mais c'est plus les mêmes émotions du tout quand on est en parc. C'est bien pour observer un petit peu le comportement de l'animal ou autre, mais on n'a pas la chair de poule quand on croise le regard du loup, quand on sait qu'il y a les grillages derrière, c'est sûr. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est vraiment de différencier après au niveau de la publication, que le photographe soit honnête et le dise. Il faut vraiment mettre en avant les photos prises à l'état sauvage. On a eu le cas avec les photos de Panthère des Neiges de Eric Dragesco. Ils doivent être 4 ou 5 photographes au monde à avoir réussi à photographier cet animal. Et ces photos, je les ai vues, c'est des documents incroyables, c'est extraordinaire. Alors la lumière est peut-être un peu dure, c'est peut-être un peu loin, mais c'est fabuleux. Quand on regarde cette image, on a des frissons. On se dit, il a vu ça, c'est incroyable. Mais je suis sûr qu'un iconographe, il va préférer prendre une photo de Panthère des Neiges, pris en captivité on appelle ça des game farms aux États-Unis ou ailleurs, où on va voir des gros plans avec des attitudes très, très fortes, très poignantes pour le grand public, mais c'est vraiment dommage. Il y a de plus en plus de photos qui sont des photos arrangées, avec des animaux imprégnés, des animaux apprivoisés, des animaux en parc. Voilà, vous prenez une panthère des neiges d'un zoo et vous la mettez dans une zone enneigée, on fait des photos extraordinaires qu'on ne pourra jamais faire dans la nature. S'il est facile de photographier certaines attitudes ou comportements des ours au Bayerischer Wald, la plupart des photographes préfèrent cependant approcher les animaux en pleine nature. Car certains clichés d'ambiance ne peuvent pas être réalisés en parc, comme cette photo d'ours prise au Kamchatka et cadrée en plan large par Vincent Munier. Ce que je veux, c'est souvent donc mettre un lien entre l'animal et son environnement. Ça, pour moi, c'est primordial. Même si parfois, on peut faire un très beau portrait. Les portraits peuvent dégager beaucoup d'émotions dans une image. L'ambiance est de plus en plus important, je pense, dans la photographie animalière.
Parce que c'est vrai que des animaux, on peut aussi photographier des animaux dans les zoos. Justement, dans les zoos, il n'y a aucune ambiance. Il faut de l'émotion dans une image, mais c'est très personnel hein, après. Hein. Moi, je sais que l'émotion, c'est le brouillard, les brumes, les crépuscules, les ombres. J'adore les conditions, les intempéries, les conditions un peu extrêmes, les vents, les tempêtes. Et pouvoir mettre ça, pouvoir mettre l'animal dans des conditions pareilles, c'est génial. Après, on a des photos qui sont très fortes, et puis ça montre un petit peu toute cette résistance de leur mérite, en fait, de vivre dans des conditions rudes. Parcourir les massifs alpins nécessite de savoir s'adapter à un milieu naturel exigeant. Un environnement et une faune dont le photographe suisse Éric Dragesco est devenu un spécialiste. Je vais à la montagne depuis l'âge de 3-4 ans, hein. Chaque hiver, chaque Pâques, les vacances d'été. Donc je suis devenu un bon montagnard, ski, alpinisme, varap, peau de phoque, etc. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait en montagne il y a une faune très diversifiée parce qu'il y a toutes les espèces typiquement alpines, mais il y a toutes les espèces de plaine qu'on retrouve aussi jusqu'à 2000 mètres. Hein. Il y a des blaireaux, des renards jusqu'à 1800 mètres, jusqu'à la limite des forêts. On a quasiment toute la faune de plaine, même les chevreuils montent à 2000 mètres. Donc on a une faune très diversifiée. Puis il y a certaines espèces alpines qui sont des espèces quand même très spectaculaires. L'aigle royal, les coqs de bruyère, gypaètes, enfin toutes ces bêtes, c'est des espèces montagnardes. Donc dans les années 80, j'étais un des seuls à faire des photos d'animaux de montagne. Bon, il y avait René Pierby, il y avait Charles Fauché, il y avait 2-3 photographes en France, mais on était peu nombreux. J'ai mis toutes mes photos en agence, ça a démarré assez bien. Maintenant c'est beaucoup plus dur parce que maintenant il y a pléthore de photographies, mais ça a marché et puis après j'ai continué. Donc la montagne, j'étais en même temps dans mon élément, dans une faune extraordinaire, et puis je dirais aussi que c'est les derniers endroits qui sont très calmes. Nous sommes au mois de juillet, à 2000 mètres d'altitude. Éric cherche des bouquetins qui fréquentent habituellement ce versant de la montagne. Du fait de la température particulièrement élevée aujourd'hui, il est possible que les animaux restent au frais en haute altitude. Et effectivement, un bouquetin fait une sieste à l'ombre de la paroi, quelques centaines de mètres plus haut.
bouquetin tolère la présence d'un homme à quelques mètres, il ne faut pas non plus abuser de sa patience. Quelques secondes suffisent pour réussir de très beaux clichés. Le bouquetin n'est pas du tout craintif, on approche à 8-10 mètres, mais il ne faut pas faire de mouvements brusques. Il faut être comme eux, ils sont flegmatiques, lents, il faut faire des mouvements lents, mais on peut approcher tout près. Moi, il m'est arrivé d'arriver à 2 mètres de gros bouquetins de 120 kg, c'est impressionnant, c'est des grosses bêtes. Et il faut se méfier des fois avec les bouquetins. Les femelles, quand ils sont énervés, qu'on les embête à les poursuivre, souvent elles vont lâcher des cailloux. Et alors là, ça provoque des chutes de pierre, il faut se méfier. Il ne faut jamais, dans une pente raide caillouteuse, se mettre sous des bouquetins. C'est dangereux. Bon, les bouquetins, on dit qu'ils sont quand même des virtuoses de l'abîme, quoi. Ils vont dans des passes, dans des endroits où on ne sait même pas comment ils tiennent avec leurs sabots. Mais de temps en temps, il y en a qui tombent. Et là, cet hiver, c'était pas une pente raide, c'était une pente à 45-50 degrés, avec en dessous 150 mètres de vide. Et puis il y avait 2 femelles qui jouaient, qui se couraient après. Et le terrain était gelé, et il y en a une qui a glissé, qui a pris de la vitesse. Et alors là, j'ai vu, elle a essayé de se rattraper, impossible. Elle est tombée, elle a fait une chute de 150 mètres. Ça m'a fait froid dans le dos, parce qu'une bête comme ça qui pèse 50 kg, c'est un peu comme un homme qui dévisse. Elle s'est tuée devant moi. Ouais. La neige peut également représenter un danger lorsqu'elle tombe dès le mois d'août, en recouvrant l'herbe fraîche. Les jeunes marmottes ont alors du mal à se nourrir et à atteindre le poids critique qui leur permettra de supporter l'hiver. Les petites marmottes, c'est mignon. Elles sortent maintenant, là, les petites marmottes, vers le 5-10 juillet. Les petites marmottes, elles sont souvent même inconscientes. On les voit partir à plus de 20-30 mètres du terrier, et si l'aigle passe, elles n'ont pas le temps de rentrer. Elles sont sûres d'être prises par l'aigle royal. Les marmottes, il y a une autre chose intéressante, c'est que quand il y a un danger imminent, elles vont crier une seule fois. Et puis si c'est le gypaète, alors que le gypaète est un vautour, hein, il ne va jamais prendre une marmotte vivante, elles croient que c'est un aigle royal et elles vont crier aussi une seule fois. Par contre, quand c'est un danger beaucoup moins important, elles vont crier plusieurs fois. Quand un homme arrive de loin, à 100, 200 mètres, elles vont crier plusieurs fois. Par contre, si on arrive on arrive derrière une crête et puis qu'on arrive à moins de 10 mètres d'une marmotte, là, c'est un danger imminent, elle crie une seule fois et elle rentre direct dans le terrier. La marmotte, je dirais, pour faire du bon comportement, c'est presque une espèce qu'il faudrait faire à l'affût. Il faudrait mettre un affût, mais elles se méfient. Elles sont très méfiantes. Et puis elles ont une vue très perçante. Souvent, on est étonné dans le brouillard, on ne les voit pas, elles crient déjà, et on se demande comment elles arrivent à nous voir à travers le brouillard. Quand on a des espèces comme le chamois ou le bouquetin qui sont des espèces peu craintives et qui nous voient arriver, bon, il faut les habituer à notre présence. Et puis, il ne faut pas les approcher directement, il ne faut pas aller directement sur eux, mais les chamois, et on va s'asseoir, on va les habituer à notre présence, puis après, on va les approcher en diagonale.
Même pour d'autres espèces, ça marche très bien. L'approche en diagonale, on va en diagonale, on s'arrête, on repart en diagonale, on fait comme ça des diagonales. Et puis l'animal croit qu'on traverse, mais en fait, très gentiment, on s'approche. Ça marche pour le lagopède, qui est aussi une espèce qu'on approche, qu'on ne fait pas à l'affût. Le lièvre variable aussi. Marcher doucement, en diagonale, et puis progressivement habituer l'animal. L'animal, des fois, prend peur au moment où on s'arrête. Il faudrait presque, à la limite, faire des photos tout en progressant. Il y a un autre phénomène avec les ongulés, tous les ongulés, même les cerfs, c'est que la distance de fuite baisse au crépuscule. Distance de fuite, donc c'est la distance à partir de laquelle l'animal part, quand on arrive en étant totalement à découvert. Un chamois qui fuit à 50 mètres en pleine journée, à la tombée de la nuit, il va fuir qu'à 25 ou 30 mètres. J'ai remarqué ça un peu partout. Lorsque vient l'automne, les arbres se parent d'une robe dorée, puis rousse, les grues cendrées descendent du nord, et la grand-messe de la photographie animalière se tient à Montier-en-Der, en région Champagne-Ardenne. Pour sa 10e édition, le festival réunit cette année quelques-uns des plus grands photographes européens venus exposer leurs œuvres. Ce festival de Montier, à mon sens, nous a apporté quelque chose à nos photographes, c'est de nous rencontrer régulièrement et d'avoir cette émulation qu'on a en voyant les images des autres exposées de façon magnifique. Ce festival permet aux photographes de présenter leur travail au public, de communiquer leur amour de la nature et d'assurer des séances de dédicaces. Merci, de rien. Enfin, le concours de photographie très disputé récompense les meilleurs clichés. Cette année, Ghislain Simard se voit à nouveau primé dans la catégorie « Une vie d'insecte ». Vincent Munier reçoit 3 prix, dont celui des mammifères sauvages, pour ce bœuf musqué. Et surtout, gagne le prix du festival pour cet ours du Kamtchatka. Je tiens aussi à remercier le festival, parce que c'est vrai que je suis là depuis la première édition. Et donc ils m'ont aidé à grandir, à progresser également. C'est un véritable encouragement. Merci beaucoup. Mais après 3 jours de festival, peu importe les honneurs, car l'appel de la nature est le plus fort, et nos photographes ont au fait de retourner là où ils se sentent exister, là où ils peuvent entrer en osmose avec le monde sauvage. Il y a encore tant de rencontres à faire.